Merci d'être avec nous comme chaque dimanche sur Radio J pour votre rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire et avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, dont le dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir d'être avec vous. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons parler de la période que j'adore. Et oui, d'Élisabeth, francophile par excellence, d'Artagnan, Saint-Pétersbourg, le mystère aussi d'Armand Letzok. Vous souhaitez commencer par quoi ? Je voudrais commencer par l'époque, parce que tout le monde pense que cette ville extraordinaire avec ses couleurs et le mélange de l'architecture créée à Saint-Pétersbourg est liée avec Pierre le Grand. C'est pas vrai. Il faut dire que la création de Saint-Pétersbourg telle qu'on connaît est liée avec la fille de Pierre le Grand et avec une période que j'adore à raconter. Je vais d'ailleurs consacrer l'année prochaine un triptyque sur ça. J'ai commencé avec Ivan le Terrible, j'ai continué avec Pierre le Grand et puis je vais terminer avec Catherine II. Mais au milieu de ce triptyque, il y a un personnage que je voudrais introduire tout de suite dans notre chronique. C'est Armand Lestock. Personne ne le connaît. Je l'appelle D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Il était l'ami de Pierre le Grand. Il était l'amant de deux tsarines. Il a organisé 2 coups d'État. Pourquoi Il a inventé Catherine II. Personne ne connaît D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Mais non, personne. Pourquoi D'Artagnan de Saint-Pétersbourg ? Parce que c'est quelqu'un qui est un grand aventurier, grand amoureux du XXe siècle, grand médecin. Il faut dire, vous savez, son histoire, c'est presque par hasard. Il fait quelques bêtises en France à 16 ans. Il doit partir pour se cacher de la justice en France. Et comme il était de la famille des médecins, il a commencé les études de médecin, il écrit au tsar. Il allait sur ses traces en Hollande pour regarder comment il travaille, il écrit au Pierre le Grand. Il vient là-bas à Saint-Pétersbourg, il devient le médecin préféré et le favori de Pierre le Grand. Pour être franc, il était favori aussi de sa femme et je pense qu'il a eu une histoire sentimentale très risquée avec Pierre le Grand. Armand de Lestock qui a poussé cette période, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point la France est devenue adulée à l'époque en Russie, parce que la fille de Pierre... Et comment ça se manifestait justement, cette France adulée ? Vous savez, toute l'élite russe, elle commençait déjà avec Pierre le Grand, s'habiller avec les Français. À la cour, ils ont parlé la langue française. Ils ont toujours pensé qu'on peut se rapprocher aussi sur le plan diplomatique, mais hélas, il y avait 2 partis, même 3 partis pour être là-bas. Il y a une partie pro-allemand, pro-prussien, il y a une partie, paradoxalement, et ça c'est une grande erreur et une illusion qui maintenant est montrée d'avoir des bons rapports avec les Anglais, mais surtout avec les Français. Et bref, Lestock, pendant cette période, vous comprenez, c'est un siècle très particulier, puisque Pierre le Grand, il a changé l'ordre de succession, il a donné la possibilité aux femmes d'accéder au trône de la Russie, et il y avait 5 femmes, vous imaginez 5 femmes qui ont régné en Russie tout le XVIIIe siècle. Vous connaissez Élisabeth et Catherine, mais il y avait 2 hommes, tout ça, les femmes sont extraordinaires. Et je dois vous dire que là, peut-être le moment fatidique est lié avec l'arrivée d'Élisabeth au pouvoir. C'est 1741. Seuls les romans de KPP, ils gardent le secret de ce genre de complot. Lestock, avec son ami ambassadeur français, marquis de la Chatardie, ils organisent de A à Z un coup d'État en une nuit. Ils placent cette femme splendide qui était la fille de Pierre le Grand au trône de la Russie. Et pourquoi ? Parce que à l'époque, la reine précédente, c'était la nièce de Pierre le Grand, elle s'appelait Anne, et puis enfin il y avait une régente. C'était marqué par le désir de faire le rapprochement avec les Allemands. Et c'était pas du tout l'intérêt ils ont parlé de la Russie. Et la partie de Lestock, c'était une partie très intéressante. Ils ont fait un pari assez étonnant, presque contre avis du gouvernement français. Ils ont voulu
construire avant l'heure cette alliance entre la France et la Russie en pensant que c'est ça l'avenir de l'Europe. Mais bref, ils ont fait un coup d'État, ils ont réussi un coup d'État, et à partir de là, l'esthétique, la langue française, les échanges, ils ont envoyé plein de gens à Paris pour être formés. Tout ça s'est développé d'une manière... Plein de gens à Paris pour être formés sur quoi? Sur formés de métier, parce que Pierre le Grand, il voulait les échanges dans le domaine de l'éducation et surtout, il voulait former l'élite à la technique occidentale. Pour être franc, vous savez, Pierre le Grand, contrairement à ce qu'on pense, il ne voulait pas du tout faire de la Russie l'Europe. Il pensait que la Russie fait partie de l'Europe, mais il ne voulait pas tuer la civilisation russe. Mais en revanche, il voulait la métisser, en fait. Oui, voilà, la métisser, exactement. Vous utilisez un très bon mot, d'une part. Et d'autre part, il voulait surtout utiliser banalement, comme souvent le cas, la technique occidentale pour porter la Russie au pinacle. Mais pour revenir à l'estoc, il y avait un élément, comme je vais vous raconter ça plus tard, qui est assez inattendu. Il a réfléchi comment la Russie peut évoluer plus tard. Et c'est lui qui a proposé de faire... Vous savez, Élisabeth, elle ne pouvait pas avoir des enfants, et par conséquent, elle a adopté son neveu, qui était le neveu de sa sœur. Il était le fils de sa sœur. Il l'a fait venir en Russie, il lui a donné le titre de son héritier sous le nom de Pierre III. Le garçon était vraiment mal formé, il ne s'intéressait pas à la Russie, il a eu 15 ans qu'il a débarqué là-bas, et ce médecin français, en regardant l'enfant, il a dit on peut remédier en le faisant marier. Et il a choisi d'une manière assez pertinente une petite princesse allemande dans la petite principauté au service de Frédéric III, et il a inventé une femme qu'il va jouer un rôle à la fois pour la francophonie, pour le siècle et pour notre histoire. C'était Catherine II, une petite princesse allemande qui va devenir la plus grande tsarine qui existait dans l'histoire de la Russie, et c'était déjà la fin du XVIIIe siècle. Alors, effectivement, Catherine II et la France, on va en reparler. Vous avez évoqué le fait des échanges pendant cette période que vous venez d'évoquer, la période où Élisabeth a été mise au pouvoir, sur le trône par un complot. Mais ça, en Russie, quelles sont les conséquences concrètes de ces échanges entre la France et la Russie, rapidement? Je vais vous dire, il y a les conséquences de caractère technique, parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui ont été formés en France. Et puis, Élisabeth, c'est la création de la Russie telle que nous connaissons. Élisabeth, c'est l'Ermitage. Élisabeth, c'est les musées. Élisabeth, c'est les constructions des petits palais près de Saint-Pétersbourg. Et chaque fois, la France intervient d'une manière directe, par les architectes, par les achats de tableaux, par les échanges très approfondis entre les étudiants. Les gens ne savent pas que l'Académie de sciences, c'est une influence directe de l'Académie française. Il y avait un des collaborateurs de l'époque, un certain Chouvalov, qui a passé les meilleures années de sa vie, de sa jeunesse à Paris, et après, il a transposé l'expérience française en Russie. Bref, c'était l'époque où la langue française est devenue presque obligatoire en Russie, et au cours des tsars, à la cour des tsars, il y avait la langue française qui a triomphé. La francophilie d'Élisabeth. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, est à retrouver aux éditions Ballant. Bonne journée, bon dimanche.